Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation virtuelle sur les interruptions de service et de services électriques et de rétablissement. Je me présente, Marc-Antoine Ruet, je suis conseiller relations avec le milieu et aujourd'hui, je vais animer cette présentation. Évidemment, vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui, avoir répondu à notre invitation. L'objectif principal de ce webinaire aujourd'hui, c'est de répondre aux nombreuses questions qui sont reliées aux interruptions de services électriques et au rétablissement lors de panne. Comme municipalité, vous êtes souvent confronté à des interruptions plus ou moins longues qui peuvent causer certains problèmes, certains défis dans vos communautés. Le but aujourd'hui, c'est de répondre à ces questions-là. Et pour ce faire, je vais être accompagné de M. Maxime Nadeau, qui est directeur contrôle des systèmes énergétiques ici à Hydro-Québec, ainsi que de François Richard, qui est ingénieur forestier. Les deux, donc, vont répondre à vos questions. En fait, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Ça va être mené un peu comme une entrevue, sous forme d'entrevue. Je vais poser les questions à messieurs Nadeau et Richard et ils vont répondre. Ces questions-là proviennent de vous, les municipalités, qui vous nous les avez fait parvenir. Si jamais pendant la présentation, vous avez d'autres questions plus pointues, vous pouvez utiliser en haut à droite le petit icône, la QNR avec un point d'interrogation. À ce moment-là, vous pouvez poser vos questions sur le chat et à la fin de la rencontre, si on a du temps, on pourra vous répondre. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus pointues qui touchent votre municipalité, des dossiers en particulier, vous pouvez les poser, mais à ce moment-là, on va peut-être vous référer vers vos conseillers relations avec les milieux qui couvrent votre territoire ou sinon, on vous répondra de façon peut-être plus personnelle. Donc, on va débuter. Je vous rappelle que cette présentation-là se fait donc à caméra fermée pour vous, là, les gens qui sont venus y assister, qui aura moi en caméra, ainsi que Maxime et François. Donc, pour débuter, Maxime, bonjour. Bonjour Marc-Antoine. Ça va bien? Première question, évidemment, on va parler d'interruption. Avant de commencer là, par thème, est-ce qu'il serait possible de nous expliquer un peu brièvement les raisons des interruptions de service pour qu'on partage le même vocabulaire? Tout à fait, Marc-Antoine. Donc, premièrement, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Donc, pour répondre à la question, il y en a trois grandes catégories. Donc, on a des qui génèrent des coupures de clients, d'électricité, chez les divers clients. Donc, premièrement, les interruptions planifiées. Donc, ça, c'est des travaux qu'on sait qu'on doit faire sur notre réseau pour entretenir les équipements et évidemment prévenir des pannes et bris futurs. Ça peut aussi être des demandes qui sont faites par nos clients. Par exemple, ça peut être pour un raccordement. Donc ça, c'est vraiment des interruptions qu'on planifie, qu'on sait qu'ils vont se produire à une date et à un moment précis. Donc, interruption planifiée. Après ça, les deux autres catégories, c'est des choses qu'on subit, donc on ne peut pas prévoir. Donc, le deuxième type, c'est des coupures qu'on doit faire, parce qu'on doit protéger la vie de quelqu'un ou la sécurité des personnes. Par exemple, dans un incendie, une fuite de gaz, si dans le cas où il y aurait une électrisation, électrocution. Donc, ça, c'est des demandes qu'on reçoit des services d'urgence qui appellent directement nos centres d'exploitation et qui nous demandent de faire des manœuvres pour interrompre l'électricité en urgence. Donc, ça va générer aussi des coupures d'électricité chez nos clients. Et finalement, les pannes. Donc, deux grandes catégories pour les pannes. Des pannes causées par la météo, donc gros orages l'été, des grands vents, donc un peu comme on l'a vécu là, au mois de mai 2022. Et aussi l'autre grande catégorie pour les pannes, donc les bris d'équipement, donc un transformateur par exemple ou un autre équipement de notre réseau qui brise et qui par le fait même interrompt le service chez un ou des clients. Et comment, Maxime, est-ce qu'Hydro-Québec se prépare à un événement météo, à tout événement majeur là, qui peut être anticipé? Exact. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut anticiper, d'autres qu'on ne peut pas. Donc, par exemple, dans qu'est-ce qu'on peut anticiper, c'est la météo. Donc, on fait une vigie en continu par notre centre de coordination du réseau qu'on l'appelle. Donc, on est abonné à différents services météo. On regarde qu'est-ce qui se projette. On regarde aussi un peu qu'est-ce qui se passe autour de notre réseau. Puis quand on voit qu'il y a des situations de météo adverses qui s'en viennent, un peu comme on l'a fait récemment lorsqu'on voyait la situation se développer du côté des îles de la Madeleine et l'Est du Québec avec Fiona. Mais à ce moment-là, on se mobilise. Donc, on mobilise nos centres d'urgence, on mobilise nos équipes terrain
Donc, ça se peut qu'on envoie plus de gens dans certains secteurs, qu'on en déplace d'un secteur à l'autre. Donc, c'est pour ça ici, on parle de coordination provinciale. On va aussi, en plus des équipes terrain, on a aussi des équipes de support, donc les gens de santé, de sécurité, par exemple, qui ont été appelés en renfort. Donc, vraiment, on regarde de manière étendue comment on peut mettre tout en place pour se préparer à faire face à ces situations-là. Et ça inclut aussi voir avec nos entrepreneurs et des fois même de l'aide externe pour être sûr qu'on déploie tout ce qui est à notre contrôle pour rétablir le service le plus rapidement possible une fois que la situation est passée. Parfait, merci. On va passer peut-être au premier thème, info et panne et bris. Bon, on le sait, les sites InfoPanne sont probablement connus de plusieurs d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. Maxime, est-ce qu'il est possible d'avoir un accès privilégié, c'est ce que nous demandent certaines municipalités, aux informations de rétablissement plutôt que de passer par le service à la clientèle? En fait, l'information la plus à jour qu'on a, elle est accessible par le site d'InfoPanne, que ce soit par l'Internet ou par l'application sur les téléphones intelligents. Donc, au fur et à mesure que une situation et la situation d'une panne évolue, l'information est mise à jour. Et donc, des fois, ça peut prendre un certain temps, par contre, hein, avant que l'information précise sur la cause d'une panne ou le délai de rétablissement, on soit en mesure de l'établir de manière précise. Mais il reste qu'il n'y a pas deux informations. L'information qu'on a, au fur et à mesure qu'elle se précise, on la rend disponible aussi par le site InfoPanne ou par l'application. C'est très rapide, là, la mise à jour, c'est à l'intérieur à chaque 5 minutes au maximum, l'information à se mettre à jour. C'est pratiquement de l'information en direct. C'est la même information donc que nous, on utilise aussi pour nos relations avec le milieu, avec les municipalités ou encore avec les médias. On nous a aussi demandé, Maxime, comment une municipalité peut-elle être informée de la progression du rétablissement lorsqu'elle a une panne dans son secteur et est-ce qu'il existe un système qui pourrait les aviser lors de la remise en service du réseau électrique? En fait, encore une fois, c'est le site d'InfoPanne ou l'application. Donc, quand on y accède, par exemple, si on se réfère à l'image qu'on voit présentement, si par exemple on creuse, là, on voit en fait là, chaque bulle orange, chaque sac orange représente un nombre de pannes. On peut cliquer sur cette bulle orange-là, ce cercle orange-là qui est dans notre secteur. On va forer jusqu'à temps qu'on arrive à la panne qui concerne notre maison ou autre. Et à ce moment-là, lorsqu'on est rendu au niveau de la panne, on peut activer une option là, qui est de recevoir les mises à jour. Puis à ce moment-là, encore une fois, aussitôt que l'information est mise à jour dans le système, vous allez recevoir un avis avec, par exemple, un délai de rétablissement qui a été mis à jour. Puis évidemment, à la fin de la panne, on va aussi recevoir une information comme quoi, un avis comme quoi la panne, elle est terminée. Puis évidemment, dans certains cas, lors de panne, les municipalités doivent communiquer avec Hydro-Québec, que ce soit pour un bris d'équipement qu'elles observent sur leur territoire ou encore des problèmes avec certains citoyens, certains bâtiments. Quel est le lien pour les informations téléphoniques pour les municipalités chez Hydro-Québec lors de ces pannes? En fait, il y a un numéro, donc le 800-790-2424. Donc, c'est vraiment la ligne Le Panne et Bris. Donc, ça permet vraiment là, de signaler certains éléments, de nous signaler certains éléments importants. Ça peut aussi être pour signaler une panne, mais encore une fois, pour signaler une panne, c'est aussi possible la fonctionnalité là, à travers le site d'InfoPanne ou l'application sur téléphone intelligent. Donc, vous allez voir, c'est assez facile d'y trouver, là, de s'y retrouver. Il y a vraiment une option signaler une panne. À ce moment-là, on identifie où on est. Et ça va même confirmer si c'est une panne qui a déjà été signalée. Mais il reste, comme Marc-Antoine le mentionnait, il y a un numéro de téléphone aussi qui est disponible et qui peut être utilisé à tout moment. Puis aussi le numéro d'urgence, je vous rappelle, des conseillers RAM. En fait, il y a un numéro d'urgence pour chaque région que les municipalités peuvent utiliser et rentre en lien avec le conseiller RAM, donc qui
qui est de garde à ce moment-là. Maintenant, si on passe aux interruptions planifiées, tu nous as expliqué, Maxime, un peu plus tôt dans l'introduction, la différence entre une panne et une interruption planifiée. Comme on a eu des questions sur cet élément-là, eh bien, je vais te les poser. Pour avertir les citoyens de panne planifiée, pourquoi les cartes ne sont pas intégrées dans votre carte interactive directement? On parle là, de la carte qu'on montre auparavant, la carte d'InfoPanne. Oui, donc en fait, les interruptions planifiées, c'est possible aussi de les consulter à partir de l'application ou aussi du site là, InfoPanne. Là, ici, ce qu'on présente, c'est l'application sur le téléphone intelligent. Donc, comme vous le voyez, il y a deux cartes. Donc, celle à gauche, en haut, carte panne en cours. Donc, ça, c'est celle qui fait état des interruptions en cours. Et celle à droite, donc c'est une carte qui, elle, est spécialisée, donc qui contient les interruptions à venir. Donc, ils sont disponibles, c'est uniquement qu'elles sont dans une carte différente pour bien faire la différence entre les deux. Par contre, même principe, c'est possible aussi lorsqu'on ouvre la carte des interruptions à venir, si on va voir l'interruption qui, par exemple, va se produire à notre maison, on est en mesure à ce moment-là aussi d'activer, s'abonner aux mises à jour. Donc, si jamais il y a des choses qui changent, on va en être informé. Puis il y a certaines municipalités qui demandent aussi si c'est possible lors de ces pannes planifiées, ces interruptions planifiées-là, d'avoir les informations d'avance pour pouvoir les diffuser soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites Internet là, de ces organisations-là. En fait, encore une fois, l'information quand elle est rendue disponible, ben à ce moment-là, elle est aussitôt mise sur cette carte-là des interruptions planifiées. Évidemment, les délais auxquels l'information est disponible vont varier selon le type de client, la nature des activités de nos clients, donc résidentiel, commercial, industriel. Ces délais-là peuvent varier de 1 à 7 jours. En plus de l'information disponible sur l'application, il y a aussi un appel qui va être acheminé, encore une fois avec le même délai, à tous les clients qui vont être interrompus par l'interruption planifiée. Par contre, petit rappel, pour être en mesure de vous appeler, il faut évidemment que vos informations de contact soient bien à jour dans nos systèmes. Donc, rappel aussi de s'assurer que vos informations sont bel et bien les bonnes. Parfait, merci. Prochain thème, le rétablissement de services et les priorités. Évidemment, on a parlé des pannes et souvent une question qui revient souvent, c'est quelle est la priorité de rétablissement? Pourquoi on ne peut pas rebrancher tel secteur de ma municipalité ou tel autre secteur? Donc, j'aimerais qu'on prenne les prochaines minutes, Maxime, pour expliquer un peu comment fonctionnent les modalités de rétablissement. Tout à fait. Donc, premièrement, en cas de panne, notre priorité, c'est vraiment de déployer tous les efforts nécessaires pour établir le service là, chez un maximum de clients et le plus rapidement possible. Évidemment, la stratégie va aussi dépendre de la nature et l'importance de la panne. Et donc, évidemment, l'ordre des priorités peut varier selon la situation, les besoins particuliers d'une municipalité ou encore de certaines exigences ou demandes de la sécurité civile. Par contre, il reste que la façon dont on assigne nos priorités, c'est vraiment basé sur un système qui n'est pas juste Hydro-Québec. Donc, c'est le fameux code SIA qu'on appelle, qui veut dire Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Puis évidemment, ce système-là nous permet, après ça, selon les informations que nous avons sur chacun de nos clients, d'y associer la bonne priorité de rétablissement. Puis l'objectif de ce système-là, c'est de s'assurer que toutes les charges qui ont une même criticité ont aussi la même priorité de rétablissement, la même cote qui leur sont assignés. Donc, par exemple, les hôpitaux vont avoir toutes la même cote, les tours de télécom, les usines de traitement d'eau, etc. Donc, c'est vraiment un système qui s'assure qu'il y a une cohérence au niveau des priorités associées à toutes les charges. Donc, évidemment, encore une fois, je le mentionnais pour de recevoir les appels lors d'interruptions planifiées, mais pour être sûr pour qu'on soit en mesure de bien prioriser chacune de vos charges, il faut évidemment s'assurer que vos installations critiques, on les connaisse.
Et donc, à cet effet-là, on vous rappelle là, que si vous voulez nous faire parvenir de l'information concernant des situations particulières, donc de le faire là, au service des gens de la clientèle d'affaires au Québec. Puis on va vous partager là, cette adresse-là là, dans la documentation que vous êtes envoyée suite à la conférence. Parfait, merci. Autre question, lors des pannes prolongées, est-ce que les centres de coordination de mesures d'urgence et les centres de services aux sinistrés peuvent être mis en priorité pour le rétablissement lorsqu'il n'y a pas de génératrice? En fait, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, puis on les voit ici, là, les différents blocs de priorité. Donc, priorité 1, donc vraiment les urgences, donc appel 911 qui est pour une menace imminente à la sécurité du public, les hôpitaux, les services d'urgence. Donc, et aussi, je le disais, on veut rétablir le plus de clients à la fois, donc un équipement qui permet de rebrancher le plus grand nombre de clients à la fois et à distance. C'est le genre de choses qui vont être manœuvrer en premier. C'est le genre d'action qu'on va poser en premier. Donc, par contre, si vous avez des lieux, donc un centre de coordination des mesures d'urgence ou un centre de service aux sinistrés, normalement, ça va rentrer dans une catégorie 2. Donc, l'idéal, ce serait que vous assurez que ces centres-là sont dotés de génératrices. Donc, pour être sûr que l'alimentation est protégée dans la mesure du possible. Par contre, comme on le mentionnait, c'est des situations particulières. Nos stratégies peuvent dépendre selon la situation. Donc, Antoine le parlait, il y a des conseillers RAM souvent qui vont être déployés. Donc, c'est des situations particulières. Évidemment, il faut nous en faire part, mais il reste que ces infrastructures-là qui sont nécessaires pour coordonner vos mesures d'urgence dans vos municipalités. On recommande fortement qu'ils soient munis de génératrices, entre autres. Donc, peu importe les causes de ces pannes-là, les priorités de rétablissement, si je comprends bien, Maxime, restent les mêmes parce que justement, on nous avait demandé c'était quoi les priorités pour le rétablissement des pannes lors du derecho du printemps dernier, en mai 2022. C'est donc, peu importe l'événement, pardon, notre façon de traiter les priorités reste les mêmes. C'est un peu ça l'idée. Exact, dans la mesure du possible. Par contre, comme on le mentionnait, la situation pourrait nous amener des fois à faire certaines adaptations, mais il reste que le code est là pour des bonnes raisons, donc le système de priorisation. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de le respecter. Puis finalement, un peu la même question, on nous a demandé de quelle façon on gère les pannes et les rebranchements. Ça veut dire qui on décide qui va être rebranché avant, par exemple, au niveau résidentiel. Là. En fait, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, le code, c'est la base, le système de priorisation. Par contre, la situation, mais surtout la configuration de notre réseau peut amener aussi peut-être des comportements qui, de l'externe, ne semblent pas cohérents avec le système qu'on présente depuis quelques minutes. Donc, notre réseau, évidemment, bien, il y a une configuration électrique qui fait que sur certaines lignes de distribution, bien, il peut y avoir des charges de priorité différentes. Surtout que si plus on remonte, on s'éloigne des charges, puis on remonte vers nos postes de transport. À ce moment-là, il y a des grands tronçons principaux qui vont partir de ces postes-là. Et bien, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'une de nos priorités, c'est de rétablir le plus grand nombre de clients rapidement et par des actions faites à distance, bien, on va essayer justement de rétablir ces grands tronçons-là le plus rapidement possible, qui alimentent une grande quantité de charges. Et donc là, à ce moment-là, on peut se retrouver à réalimenter des charges qui ne sont pas nécessairement toujours les plus prioritaires. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent faire que ça ne se comporte pas nécessairement comme le système le décrit ici à la lettre, mais il reste, comme je l'expliquais, c'est souvent à cause de la configuration du réseau et aussi, comme c'est bien écrit ça, vu qu'on veut rebrancher le plus grand nombre de clients à la fois à distance, ça peut amener ce genre de comportement-là. Autre question à propos des arénas. Est-ce que les arénas sont priorisées ou comment sont-elles priorisées? En fait, une aréna, ça serait quand on se fie au schéma qui est ici, là, donc c'est la priorité 4. Donc, c'est considéré comme commercial et résidentiel. Donc, pas que le hockey, c'est pas important, mais c'est sûr que comparé aux autres priorités,
c'est sûr que ça en est moins. Par contre, comme je le mentionnais dans la discussion tantôt là, sur les centres de coordination ou un centre pour sinistrer, évidemment, si c'est utilisé de la sorte, il faut en être informé parce que ça va venir changer un peu la priorité. Autre question qu'on se fait souvent poser, nous, en relation avec le milieu, lors d'événements météorologiques notamment. Souvent, on va dire, les gens, les citoyens ou les municipalités vont nous dire, bon, on a vu une équipe arriver sur le terrain, rétablir une partie de la municipalité, certains quartiers, et on voit l'équipe repartir vers d'autres lieux. Alors, on se demande pourquoi on ne rétablit pas, par exemple, un quartier ou un secteur ou une municipalité d'un coup à certains moments. Là. Donc, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais des fois, ça peut arriver. Donc, on se pose souvent poser la question, on voit le camion d'hydro, il passe, il rétablit, mais il rétablit pas tout le monde, puis il repart. Exact. Comment ça s'explique? Mais ça, en fait, encore une fois, ça s'explique par qu'on veut, dans la mesure du possible, respecter les priorités. Donc, si par exemple, une équipe avait quelques jobs en bon québécois qui étaient assignés, qui respectaient là, un ordre de priorité, et que, disons, qu'elle termine sa troisième job sur 4 qui était assigné, puis qu'à la fin de ce travail-là, il y a un appel plus urgent qui rentre, par exemple un appel 911, et qu'il est déterminé que c'est l'équipe la plus proche pour aller intervenir. Donc, il va arriver que cette équipe-là va devoir y aller. Et après, une fois que ça va être fait, elle va revenir à ses bons de travail, à ses travaux qui étaient planifiés, qui sont de moindre priorité. Et elle va continuer comme ça la séquence. Donc, ça peut expliquer justement que quand on le regarde, il y a des déplacements comme ça entre un endroit géographique et un autre. Mais c'est toujours l'échelle de priorité là, qui s'applique effectivement dans ces cas-là. Finalement, dernière question, Maxime, dans cette thématique-là, comment Hydro-Québec communique avec les municipalités pour établir les priorités de rétablissement? J'entends ici évidemment les stations de pompage, etc. Comment ça fonctionne? En fait, comme je le mentionnais, c'est de s'assurer qu'on a la bonne information, donc que les différents clients raccordés dans vos municipalités ont les bonnes informations dans nos systèmes. Donc, si ça c'est fait, à ce moment-là, on va avoir la bonne priorité qui va y être assignée. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va vous la rendre disponible. C'est vraiment au niveau là, du service à la clientèle à faire qu'il faut nous transmettre cette information-là pour qu'on soit en mesure de bien évaluer la priorité des charges. Parfait, merci. Prochaine thématique, la cause des pannes. Première question toute simple. Quelles sont les causes fréquentes, les plus fréquentes là, des pannes électriques sur le réseau de distribution? La météo, la cause première avec la végétation là, sont estimées à 40 %. Donc, évidemment, les grands vents, des grands orages, souvent ça fait du dommage à la végétation qui entoure nos équipements. Donc, c'est vraiment la cause première. Là, comme je l'ai dit, là, on l'estime à 40 %. Ça peut être autre chose aussi, ça peut être des accidents. Donc, une déneigeuse qui accroche un fil, un accident de la route, par exemple, qui endommage un poteau de bois en proximité de la route. Ça peut aussi être un bris d'équipement, donc une défaillance technique sur un équipement en fin de vie. C'est évidemment la manière de se protéger contre ça, c'est quand on fait notre entretien, la maintenance sur nos équipements. Puis ça peut aussi être, ça arrive fréquemment, c'est moins connu, mais des animaux qui vont causer des pannes sur notre réseau, qui vont faire générer des défauts. Donc, on va être obligé d'ouvrir nos circuits pendant un instant. Donc, ça peut causer là, des pannes qui sont de courte durée. Autre question, est-ce que notre réseau est affaibli par les tempêtes, les événements météorologiques là, qui se produisent de plus en plus? Évidemment, on a encore en tête le derecho du printemps dernier. Est-ce que tout ça, ça affaiblit le réseau de distribution? En fait, ce n'est pas le réseau qui est en cause ou qui est affaibli, hein, c'est vraiment le nombre de phénomènes météorologiques qui, en prenant de l'ampleur, génèrent plus de situations où il y a des arbres qui sont endommagés ou qui tombent sur nos lignes. Donc, ça génère plus de pannes, ça génère pour nous plus d'interventions et de remplacement d'équipements.
Mais en fait, le réseau, c'est le même. C'est juste qu'il est plus souvent mis à l'épreuve, étant donné qu'il y a de plus en plus de phénomènes météorologiques. Parfait, merci. Justement, en parlant des arbres qui endommagent le réseau, ça me donne une poignée pour passer au prochain sujet, prochaine thématique, la végétation et les pannes. Et Maxime, je vais te laisser donner une petite pause. Je vais maintenant me tourner vers François Richard, ingénieur forestier. Bonjour François. Euh, Question, on parle de végétation, évidemment, c'est un des sujets à propos duquel les municipalités souvent vont nous interpeller. La présence de végétation, le fait qu'on ait coupé des branches, des arbres qu'on émonte. Donc, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'Hydro-Québec pourrait envisager, François, de former davantage de mondeurs pour la coupe de branches et le dégagement euh, des arbres pour répondre aux exigences d'Hydro-Québec? Ça pourrait, selon les personnes qui posent la question, euh, représenter là, une meilleure façon d'éviter évidemment les pannes électriques et enrayer aussi les risques d'incendie. Bref, est-ce qu'on pourrait embaucher plus de monde pour faire plus de travaux de végétation? C'est un peu ça la question. Oui, bien, premièrement, bonjour tout le monde. Avant de répondre à la question, là, je dois dire que chez Hydro-Québec, on est très conscient là, de l'importance pour vous, les municipalités et vos citoyens, d'avoir une bonne continuité de service là, et d'avoir un rétablissement lorsqu'il y a des pannes le plus rapidement possible. En ce qui concerne là, le nombre, si on veut, là, d'émondeurs formés, je dois dire d'emblée qu'on a des règles à respecter hein, de la CNSST. Tous travaux là, à proximité d'un réseau électrique demandent des méthodes de travail particulières et des formations particulières. Donc, qui ne peut pas nécessairement travailler là, à proximité là, de notre réseau de distribution. Vous devez également savoir là, que la problématique, on essaye de former davantage de monteurs depuis plusieurs années déjà, voire quasiment 10 ans. On a fait plusieurs choses pour essayer d'attirer des jeunes dans ce domaine-là, mais également d'autres entreprises. On fait la tournée dans des écoles, on a dynamisé un peu notre système de formation. Au lieu d'avoir des formations maintenant théoriques en classe, on a créé une application qui rend ça plus interactif. Ça, c'est juste certains exemples parmi tant d'autres, mais on travaille fort pour former davantage des mondeurs. Mais malheureusement, puis je le répète, pas malheureusement, mais la sécurité doit toujours rester une priorité. Puis c'est un peu là, ce qui nous empêche de laisser, par exemple, vos émondeurs à vous là, travailler à proximité là, du réseau. Évidemment aussi, Maxime, pardon, François, pour conclure ta réponse, il y a aussi un défi de main-d'œuvre, tu le disais un peu, là, c'est un peu partout le cas au Québec. Le recrutement des amondeurs est difficile, pas seulement chez Hydro-Québec, mais un peu partout dans n'importe quel domaine ou entreprise. Effectivement, tout comme vous le vivez certainement dans les municipalités, nous également, on vit une pénurie de main-d'œuvre, puis on ne se le cachera pas, là, ce genre de travail-là, plus dangereux, plus physique et peut-être moins populaire chez les jeunes de nos jours. Mais puis je me répète parce que c'est important, mais on travaille quand même vraiment fort chez Hydro-Québec pour essayer de recruter de nouveaux là, émondeurs puis de nouvelles entreprises. Puis si vous avez parmi des collègues, des connaissances, des gens qui sont intéressés à travailler pour nous, ben on est toujours preneurs puis on est très ouvert à discuter avec ces entreprises-là ou avec ces émondeurs-là. Puis on a des programmes d'accompagnonnage aussi là, pour les aider. Donc, n'hésitez pas à nous les référer là, si vous en avez. Merci François. Prochaine question, on revient avec le fameux derecho là, du printemps dernier. Une municipalité qui nous demande s'il y a encore des arbres susceptibles de tomber suite au derecho dans les Laurentides et est-ce qu'on pense à Hydro-Québec avoir le temps d'intervenir avant cet hiver pour éviter évidemment d'autres pannes? Ben, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dès qu'il y a de la végétation à proximité là, d'un réseau de distribution comme le nôtre, un réseau électrique, il y a des risques de panne. Donc, des rechauds ou pas, là, c'est sûr qu'il y a des risques sur notre réseau qu'il y ait des pannes de végétation. En ce qui concerne uniquement et directement le derecho, ben, vous devez savoir que non seulement durant l'événement, on a réalisé là, des centaines, voire des milliers d'interventions pour retirer les arbres qui étaient tombés sur le réseau. Mais par la suite aussi, on a également fait des travaux de post-rétablissement.
On a patrouillé des milliers de kilomètres de réseau pour aller identifier les arbres que nous, on juge critiques, là, donc les arbres qui avaient été le plus endommagés par le derecho. Puis ces arbres-là là, ont été abattus ou des branches ont été coupées dans ces arbres-là là, pour éliminer le risque. Il nous en reste en date d'aujourd'hui encore quelques-uns, mais pour la majorité, en fait, les arbres qui restent à traiter, c'est des arbres qui nécessitent des mises hors tension, dont un point qu'on a parlé un peu plus tôt, là, des interruptions planifiées. Mais sinon, là, on a déjà là, sécurisé là, plus de 3000 arbres qui avaient été fragilisés pendant le derecho. Merci. Prochaine question. Pour les zones qui ont des problèmes de qualité de service et que où les délais de rétablissement prennent plusieurs heures, est-ce qu'il y a chez Hydro-Québec un plan pour améliorer le contrôle de la végétation afin de réduire l'impact? Donc, est-ce qu'on cible davantage certaines zones pour faire ces travaux de végétation-là, des zones qui pourraient être plus touchées là, par les pannes? Je vais répondre en différents temps, là. Dans un premier temps, vous devez savoir que le réseau de distribution d'Hydro-Québec, c'est plus de 104 000 km de réseau à entretenir. C'est énorme. On fait un peu plus de 17 000 km chaque année d'entretien. Donc, on a une planification là, cyclique. Vous êtes tous au courant, là, on passe dans les municipalités fréquemment. Mais vous le comprenez, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est coûteux. C'est un travail là, qui demande énormément d'efforts et de gens pour le réaliser. Malgré ces efforts-là, effectivement, là, il arrive qu'on a des pannes quand même, puis qu'on doit déployer là, des mesures exceptionnelles là, pour sécuriser notre réseau. Mais le plan qu'on a établi, en fait, oui, il y en a un. Le premier axe et le principal, je vous dirais, pour y arriver, c'est de la prévention. Donc, on vous réfère toujours au bon arbre, au bon endroit. Puis c'est de planter des arbres qui sont cohérents, si on veut, avec les différents objectifs. Vous avez des objectifs de verdissement, on a des objectifs de qualité de service, mais il y a souvent moyen de trouver un entre-deux, puis de planter des arbres qui répondent à ces objectifs-là. Donc, c'est beaucoup dans la prévention qu'on travaille. Puis sinon, là, pour répondre à votre question, c'est vraiment dans nos programmes de maintenance, puis dans nos planifications qu'on appelle amélioration de la qualité de service qu'on va travailler là, ces éléments-là. Et François, on en parlait un peu plus tôt. Il y a des municipalités qui demandaient s'il y avait possibilité d'effectuer ces travaux-là sur une base plus fréquente. C'est quoi la fréquence du cycle de nos travaux à Hydro-Québec? Actuellement, là, je vais faire une moyenne provinciale, là, parce que nous, on fonctionne par secteur, là, mais dans la province, on passe là, sur chaque réseau environ là, aux 5 à 6 ans. Ça, c'est notre maintenance classique, je dirais. Puis entre chacun de ces cycles-là, on fait ce qu'on appelle, ce que je viens de vous mentionner, là, des planifications à amélioration de la qualité de service. Donc, c'est des réseaux qu'on vient sélectionner en fonction de leur comportement, c'est-à-dire les pires réseaux en termes de nombre de pannes de végétation dans la province. Puis on vient intervenir sur ces réseaux-là intercycles, donc entre les cycles de 5 à 6 ans, pour venir là, abattre ou éliminer des branches qui pouvaient surplomber le réseau. Puis c'est important de le mentionner aussi, des fois, qu'on peut travailler en collaboration parce qu'on a dans certains secteurs qui sont problématiques, des fois, beaucoup de misère à faire accepter les travaux de végétation. Donc, il faut comprendre que beaucoup de pannes de végétation égale beaucoup de végétation, donc nous oblige à faire beaucoup de travaux de dégagement de la végétation. Si on se voit avoir beaucoup de refus, soit des propriétaires ou des municipalités, ça devient très difficile pour nous d'améliorer la qualité de service. Donc, souvent, puis c'est déjà le cas, là, on a beaucoup de collaboration avec les diverses municipalités à travers le Québec, mais de travailler en collaboration et de pair nous aide beaucoup à diminuer ces pannes-là. Merci François. Puis, dernière question, évidemment, tout ça, ça a un coût. Une des questions qui nous a été posée, c'est combien chiffrait le programme préventif là, de lagage et de cette fréquence aux 5-6 ans d'entretien? Oui, vous devez savoir, c'est ça, je l'ai dit, on a un programme, nous, de maintenance de la végétation, puis on a un plan aussi stratégique de 5 ans. Vous devez savoir que sur ce plan stratégique-là de 5 ans, les montants investis en dégagement de la végétation augmentent chaque année jusqu'à 2027 actuellement. Ce plan-là est revisé chaque année, mais les montants investis sont considérables.
On parle de l'ordre là, de plusieurs millions. Là, par exemple, je vous donne un exemple, mais pour 2023, là, on parle là, de 116 millions de dollars investis uniquement dans le dégagement de la végétation. Donc, c'est une ordre d'idée, là, mais grosso modo, on est dans ces chiffres-là. Parfait, merci beaucoup François. Je me retourne à nouveau vers Maxime pour le prochain sujet. Un sujet qui, encore une fois, de notre côté aussi, en relation avec le milieu, soulève souvent des questions. L'enfouissement du réseau et son impact sur les pannes. Question, encore une fois, qui revient souvent, qui est posée par plusieurs municipalités. Considérant, Maxime, les changements climatiques et les pannes fréquentes du réseau, est-ce que le déploiement d'un réseau enfoui pourrait contribuer à réduire les pannes occasionnées par les bris d'équipement et réduire par le fait même là, les coûts d'entretien et de réparation du réseau? Enfouir les lignes, c'est un choix là, que les municipalités peuvent faire. C'est une décision qui leur appartient. Par contre, là, sans rentrer dans des conditions de service détaillées, vu que, à part aux endroits où c'est justifié, par exemple, par le manque d'espace dans un endroit densément peuplé ou autre, mais étant donné que ce n'est pas le réseau de référence, bien, il y a des coûts supplémentaires pour les municipalités qui feraient ce choix-là qui doivent être anticipés. Donc, autre chose aussi qui est important à mentionner pour l'enfouissement, c'est que bien que ça paraît une solution aux événements climatiques porteuses, c'est sûr par contre que pour d'autres types de bris, c'est souvent plus long à réparer et plus long à identifier aussi où est le bris. Parce qu'évidemment, contrairement à un réseau aérien, s'il y a un bris d'un transformateur ou d'un fil électrique, on est capable rapidement de le constater. Dans le souterrain, bien, les techniques, évidemment, visuellement, tu ne peux pas le voir. Et donc, ça prend des actions qui sont un peu plus longues pour identifier où est la problématique. Puis, même chose pour aller intervenir après, beaucoup plus long dans le souterrain. Donc, oui, une solution à certains problèmes, mais aussi ça peut être un désavantage dans certaines autres situations. Donc, il reste par contre, comme on le disait, c'est un choix qui peut être fait. Puis par contre, je vais vous donner un peu de perspective. Quand on regarde globalement, là, procéder à l'enfouissement complet de notre réseau, ça en coûterait là, 100 milliards à Hydro-Québec. Donc, évidemment, c'est des coûts là, très significatifs. Merci beaucoup. Prochain sujet, Maxime, la qualité des services. Encore une autre question là, qui refait souvent surface, qui nous revient souvent. Comment on explique les pannes de courte durée, 10 à 15 secondes, les clins d'œil, comme on dit dans le jargon, qui peuvent arriver à n'importe quelle période du jour et de la nuit? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est une belle température? Comment ça s'explique tout ça? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais on appelle ça des défauts fugitifs. Donc, c'est par exemple une branche d'arbre qui va rentrer en contact avec un conducteur, avec un fil électrique de manière courte, temporaire. Puis à ce moment-là, ben, au moment du contact, on a des équipements de protection, on appelle des disjoncteurs, qui vont faire ouvrir la ligne pour la protéger. Puis à ce moment-là, il y a toujours une refermeture, des essais, dans le fond. Donc, nos équipements sont configurés pour réessayer après un certain délai, quelques secondes. Plus d'une fois même, il va y en avoir 3 essais. Donc, à ce moment-là, si suite à un de ces essais-là, la branche, par exemple, si c'est une branche qui a causé le premier déclenchement, n'est plus en contact avec le fil, à ce moment-là, il n'y aura plus d'autres défauts et le service va être rétabli. Donc, c'est vraiment là, toujours relié à des situations donc, ponctuelles, donc un équipement qui est un élément, mais ça peut être un animal aussi, comme on le décrivait tout à l'heure, qui crée un défaut qu'on appelle fugitif, qui est très rapide. Puis, là, étant donné la configuration de nos équipements qui refont des essais, bien, après ça, le service peut être rétabli. Et est-ce que les municipalités peuvent connaître l'indice de panne par région ou par municipalité? Et quelle est la fréquence de panne qui est considérée comme acceptable sur un an par Hydro-Québec? En fait, j'aimerais mieux répondre que l'idée, c'est de limiter au minimum le nombre de pannes. Donc, de ne pas dire, hey, si on a tel nombre ou à telle ligne, c'est une bonne performance. L'idée, c'est vraiment de limiter au minimum. Maintenant, en termes de statistiques, là aussi, c'est un peu
problématique de comparer en différents secteurs parce qu'évidemment, le contexte va être différent. Donc, une région, par exemple, qui est densément, qui a une très grande densité de végétation, mais va avoir un contexte qui va faire qu'évidemment, avoir plus de pannes reliées aux arbres, comparé à une autre région qui ne le serait pas. Donc, à ce moment-là, et là, c'est pas parce qu'on fait des choses différemment dans ces deux régions-là, c'est juste que le contexte fait qu'il y a un endroit qui va avoir plus de pannes que l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on c'est un peu difficile de comparer les différentes régions. Mais comme je le mentionnais, l'idée, c'est vraiment on ne se contente pas d'un seuil. Notre objectif, c'est vraiment de réduire au minimum les pannes qui se produisent. Parfait, merci. Autre sujet, la protection des équipements. Lors de panne, est-ce qu'il y a un risque de bris pour certains équipements des citoyens d'une municipalité, notamment quand le courant est rétabli? En fait, premièrement, si vous constatez suite à une panne que vous avez des équipements électriques là, qui sont endommagés, bien évidemment, assurez-vous de les faire inspecter par des professionnels, des maîtres électriciens, c'est super important. Maintenant, si pendant la panne, vous avez des équipements électroniques à l'endroit où il y a une panne, donc ordinateur, téléviseur, lecteur DVD, tout ce genre d'appareils-là qui sont susceptibles ou qui sont très sensibles aux variations sur notre réseau, bien, il est vraiment recommandé de les débrancher pour s'assurer que quand le service est rétabli, il n'y a pas de dommages qui leur sont causés. Puis lorsque le service est rétabli, à ce moment-là, de les rebrancher et recommencer à les utiliser. Maintenant, accès au 911, la municipalité nous demande pourquoi il est complexe d'envoyer nos demandes de travaux sur le réseau d'Hydro-Québec lorsqu'il y a une tempête via notre centrale 911. Donc, les centrales 911, il y a deux types de demandes. Donc, quand c'est comme on le mentionnait tout à l'heure, les appels 911 avec un danger à la vie, les centrales 911, ils ont un accès direct donc, à nos centres d'exploitation, à un opérateur là, qui est vraiment en mesure de poser des actions immédiates pour éliminer le danger. Donc, les centrales, il y a des processus bien encadrés, ils savent où appeler et nous, on pose les gestes le plus rapidement possible. Par contre, c'est des demandes sans danger, puis c'est peut-être à ça que la question fait référence, où là, c'est un danger potentiel qui est relevé, que vous voulez nous signaler, puis que là, on doit aller intervenir éventuellement là-dessus. Mais là, à ce moment-là, c'est un autre processus qui est encore une fois encadré par les centrales 911. Là, il n'y a pas un accès direct parce qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, un formulaire électronique qui existe. À ce moment-là, ce genre de demandes-là peuvent nous être envoyées en bloc encore une fois, à travers les centrales 911. Et quelles sont les informations plutôt pertinentes qu'une municipalité doit donner pour obtenir un délestage à distance et dans quelles circonstances ça peut se faire? Bien, comme je le mentionnais, délestage à distance, c'est vraiment là, donc couper le service, interrompre l'électricité. Donc, à ce moment-là, ça, c'est fait uniquement quand c'est un danger imminent pour la santé et sécurité à travers les centrales 911. Donc, c'est vraiment encadré dans les centres d'appel 911. Ils ont les outils nécessaires pour le faire et il faut que ça passe par elles. Évidemment, que ce soit pour les dangers imminents ou pour les dangers potentiels, si vous avez des éléments à nous relever, évidemment, parce que il y a des choses que vous avez constatées qui ne fonctionnaient pas bien, très important de nous le faire, de nous l'identifier pour qu'on puisse poser les correctifs nécessaires. Surtout pour les appels avec danger imminent, il est super important qu'on puisse rapidement poser les gestes nécessaires. Parfait, merci. Maintenant, Maxime, il y a des municipalités qui nous ont manifesté leur souhait de pouvoir contribuer à mieux outiller les citoyens lors des pannes et aussi à contribuer aux efforts d'Hydro-Québec en matière de rétablissement, évidemment, pendant ces pannes-là. Comment les municipalités peuvent nous assister, Hydro-Québec, et parallèlement informer les citoyens lors de ces événements-là? La priorité numéro un, la nôtre, puis ça devrait être aussi la même chose partout, c'est la santé et sécurité. Donc, évidemment, là, de ne pas poser de gestes qui peut mettre la santé, la sécurité de quiconque en danger. Maintenant, peut-être en des choses qui peuvent être faites avant puis pendant les pannes. Donc, avant, c'est vraiment d'inviter vos citoyens là, à consulter le site Internet. C'est ça qu'on regarde présentement là, à l'écran.
Là-dedans, il y a un certain nombre de mesures qu'on recommande que les gens prennent. Donc, par exemple, avoir une liste de numéros d'urgence importants, dont celui qui est au Québec, là, le 1-800-790-2424. Lorsqu'on perd l'électricité, évidemment, il y a plein de bidules qui, aujourd'hui, on prend pour acquis qui ne fonctionnent plus. Donc, par exemple, avoir une radio à pile pour s'assurer d'avoir accès encore à vos informations, des chargeurs portatifs pour les appareils mobiles. Donc, ça nous permet là, de continuer à rester connectés. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on suggère de faire, des trousses d'urgence, avoir des lampes de poche, donc plein de choses comme ça qui sont des bonnes pratiques et que tout le monde devrait mettre en place. Pendant la panne, je l'ai dit d'entrée de jeu, je le répète, restez prudents. Donc, santé et sécurité, super important. Signaler les pannes, donc assurez-vous que pour être sûr qu'on puisse intervenir, il faut évidemment que la panne soit bien signalée. Donc, encore une fois, soit avec la ligne téléphonique ou à travers notre application InfoPanne. Donc, puis dernier point, je mentionnerai les génératrices. Donc, si vous décidez d'avoir des génératrices, soit chez vous ou pour certaines de vos infrastructures publiques, assurez-vous que c'est fait, installé et opéré là, selon les normes pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'électrocution ou tout autre là, qui pourrait être dangereux. Autre question, comment une municipalité peut nous aider au Québec à identifier les problématiques sur son territoire? On parle notamment, évidemment, d'avoir les bons noms, les bons numéros de téléphone pour faciliter la communication. Oui, exact. Mais mentionner plutôt, s'assurer que vos équipements municipaux sont bien identifiés chez nous, donc via le service clientèle d'affaires. Donc, tantôt, il y avait une question, là, on parlait de stations de traitement d'eau, usines de pompage. Donc, ça, c'est clair, c'est dans les charges prioritaires. Donc, ça, il faut évidemment s'assurer qu'on a la bonne information concernant ces installations-là. On a aussi nos équipes relations avec le milieu, là, qui sont en contact ou avec vos coordonnateurs de mesures d'urgence. Donc, assurez-vous que quand il y a des mises à jour dans vos organisations de mesures d'urgence, qu'on en soit informé. Comme ça, si on doit faire des liens proactifs, on va être en mesure là, de rejoindre les bons intervenants. Prochaine question, Maxime. Quelle information les municipalités doivent communiquer à leurs citoyens en cas de panne prolongée et comment les municipalités peuvent nous aider, Hydro-Québec, dans ces communications avec les citoyens? Oui, en fait, on vous invite à partager les messages que nous faisons, que ce soit là, dans des infolettes, publications sur les médias sociaux. Donc là, on envoie une, par exemple, là, reliée à Fiona. Donc aussi lors d'échanges qu'on aurait là, avec les équipes, que vous aurez plutôt avec les équipes de relations avec le milieu. Donc, c'est vraiment d'utiliser l'information qu'on rend déjà disponible. Évidemment, il faut, je répète, donc la meilleure manière, quelle information à communiquer aux citoyens, c'est aussi de renforcer les messages, d'agir toujours en sécurité, donc de se tenir à distance des équipements, même si ça va être tentant là, de vouloir d'essayer de tasser un fil là, qui traîne près de notre entrée. Évidemment, on ne sait jamais ce fil-là a encore l'électricité. Donc, c'est vraiment primordial de ne pas intervenir puis de ne pas prendre de risques parce qu'on ne sait jamais là, quelles conséquences ça pourrait avoir. Comment une municipalité peut se préparer à ces événements-là si ces municipalités-là plutôt veulent fournir des outils, préparer leurs citoyens au grand vent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, à quoi ils ont accès? Oui, ben, c'est beaucoup par les directions régionales de la sécurité civile que ça passe, donc qui normalement vous accompagnent là, dans leur préparation. Puis ils ont différents outils pour le faire. Nous aussi, on est en relation avec ces différentes directions-là. Donc, c'est vraiment, je pense, le meilleur pont, la meilleure interface qui peuvent quitter tout le monde là, pour bien se préparer. Prochain sujet, Maxime, les bonnes pratiques. La municipalité nous demande comment améliorer les communications avec la population lors des pannes. On en a parlé un peu. Et est-ce qu'on a des exemples de bonnes pratiques pour se faire dans les municipalités, des exemples de bonne communication justement avec les citoyens lors de pannes?
Oui, bien, encore une fois, bonne pratique. On l'air redondant, mais le site Infopan, c'est vraiment la première source qu'on doit répéter tout le monde comme étant la référence. Les différentes publications sur les réseaux sociaux, les entrevues qu'on donne dans les médias traditionnels. Donc, c'est vraiment vers ça qu'il faut diriger les gens plutôt. L'équipe relation avec le milieu, il peut y avoir des publications spéciales selon l'ampleur de l'événement. Par exemple, lors des régions, il y a eu des rencontres team qui ont été mises en place, auxquelles les municipalités étaient conviées afin de les informer. Donc, évidemment, là, on apprend de chacun des événements. Si vous avez des suggestions, vous pouvez le faire via une boîte, via une adresse qu'on va vous fournir. Évidemment, on va prendre ça en considération pour voir comment je vais être meilleur. Parfait, merci beaucoup. Dernier sujet, Maxime, les leçons apprises. On nous a demandé, on en a parlé beaucoup là, avec les événements météo des dernières années, notamment le derecho de mai dernier. Quelles sont les leçons qu'Hydro-Québec a tirées de cet événement météorologique-là? Bonne question. Puis on apprend à chacun des événements. Puis je dirais même que plus l'événement est d'ampleur, ben, plus évidemment il est difficile à gérer pendant la crise, entre guillemets. Mais par contre, c'est ces événements-là qui, par la suite, sont les plus riches à analyser, puis desquels on apprend le plus. Donc, évidemment, avec Derecho, ça rentre dans cette catégorie-là, hein, parce qu'on si on se le rappelle, c'est quand même un rare phénomène météorologique qui a créé vraiment beaucoup de cellules orageuses avec des vents extrêmement violents, puis qui ont passé là, dans un front assez étendu. Donc, suite à ça, on a vraiment, que ce soit avec des intervenants à l'interne ou à l'externe, donc on a fait mis en place des tables pour aller voir un peu qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui s'était moins bien passé, puis qu'est-ce qu'on devait améliorer suite à ça. Ces tables-là, bon, on les a faites, comme je l'ai dit, avec des gens à l'interne. On a même fait 3 aussi avec des MRC qui avaient été identifiés où il y avait qui avaient été plus affectés par la situation. Donc, évidemment, étant donné que ça a été quand même beaucoup d'ampleur, très étendu, il y a eu plusieurs enjeux qui ont été soulevés. Puis, on est en action là-dessus. Donc, déjà des choses qui ont été mises en place, d'autres choses qui sont à venir. Donc, par exemple, l'accueil, quand il y a des événements comme ça qui génèrent un grand nombre de pannes, évidemment, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on va chercher du renfort avec des équipes externes à Hydro-Québec. Donc, il faut un peu leur expliquer ici comment ça fonctionne, on appelle ça l'accueil. Donc, on va regarder comment être plus efficace là-dedans pour que rapidement, ces équipes-là puissent être mises à contribution. La logistique aussi, comment on peut s'amener dans la logistique. Toujours en s'assurant de la santé et sécurité. On l'a regardé aussi au niveau de nos stocks. Hein, ça a généré beaucoup de bris d'équipement. Donc, on s'est assuré qu'on augmentait les stocks minimales dans différents entrepôts à travers la province pour être sûr qu'on est en mesure de faire face à ce type d'événements-là. Donc, un peu là, comme vous le voyez, des pistes d'amélioration qui vont dans toutes les directions. Puis, comme je le disais, il y en a certaines en cours, puis il y en a d'autres qui ont déjà été mises en place. Et donc, on va continuer là, à corriger ce qu'il faut pour être à chaque fois meilleur. Parfait. Ben, merci beaucoup, Maxime. Merci aussi, François, pour vos réponses. Maintenant, il reste quelques minutes. Je demande aux participants, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les écrire dans le petit onglet questions et réponses, le petit point d'interrogation en haut à droite. Sinon, eh bien, c'est ce qui mettrait fin là, à notre rencontre d'aujourd'hui. Merci de votre participation. On espère qu'on a répondu à vos questions. Puis si jamais vous ne pouvez pas poser vos questions aujourd'hui, vous avez des questions un petit peu plus pointues, comme je vous le disais un peu plus tôt, ben, vous pouvez communiquer avec nous, Hydro-Québec notamment, vos conseillers relations avec les milieux là, qui pourront vous répondre, vous rediriger vers les différents services d'Hydro-Québec. Il y a aussi un sondage d'appréciation qui va vous être acheminé au cours des prochains jours et on vous invite évidemment à y répondre parce que ça va nous aider pour les prochains webinaires qu'on va tenir au cours de la prochaine année ou des prochaines années. Maintenant, je regarde l'onglet questions et réponses. Je vois qu'il n'y a
pas personne pour l'instant qui a écrit de nouvelles questions. Ceux qui ont écrit des questions, on leur a répondu en privé. C'est juste, comme je vous disais, de questions un petit peu plus pointues. Donc, si on n'a pas de questions, bien, on va mettre fin à ce webinaire-là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite évidemment une bonne journée.